arriver tout doucement. Wa alaykoum salam. Alors, je vais essayer. Salam alaikum, Dania, ça fait longtemps, machallah. Alors, attendez, j'ai réussi la dernière fois pour mettre le sticker, je vais essayer de le mettre. C'est 10 choses à savoir. Alors, je vais mettre déjà live 2. 10 choses à savoir avant d'envisager le projet bébé avec Safia. Non, Safia c'était comme ça. Safia Doula. D'accord. Alors j'essaie d'épingler le sujet comme ça pour celles qui viendront. Super. Les filles, j'ai réussi. Machallah. Je me félicite. J'ai réussi à épingler le live. Du coup, alhamdoulilah, celles qui vont nous rejoindre, vous pourrez enfin voir la thématique de notre live. Du coup, on va attendre que les gens arrivent tout doucement et on va commencer le live en douceur. Aujourd'hui, on se retrouve pour le live 2. La thématique d'aujourd'hui, c'est on va échanger sur 10 choses à savoir avant d'envisager le projet bébé. Alors, comme vous savez, Ansaria, c'est une plateforme qui s'occupe des adolescents avec l'école en ligne, avec la mastermind spéciale collégienne et lycéenne. Et vous avez aussi les accompagnements pour les mamans, pour celles qui inscrivent leurs filles. Et vous avez également la chaîne YouTube où vous trouverez pas mal d'informations sur l'éducation sexuelle, comment prévenir nos enfants. Et vous avez aussi un panel d'informations sur la psychologie émotionnelle pour aider nos enfants à mieux gérer leurs émotions et à les maîtriser. Et vous avez bien sûr le site où vous avez le blog et sur le blog vous avez toutes les informations sur comment accompagner les adolescents musulmans. Et aujourd'hui, depuis le Ramadan, avec le confinement, on a commencé les lives, les émissions en live. Et pendant le Ramadan, on avait l'émission Ramadan à la maison où vous invitez pas mal d'invités, où on a pu échanger autour de Ramadan, organisation, autour du Coran, etc. Et là, on a commencé une nouvelle émission, Un été chez Ansaria, pour justement profiter de cet été ensemble et se donner des conseils pour mieux éduquer toujours la nouvelle génération de femmes. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Safia, qui est justement, qui a fait des études de psychologie et qui est aujourd'hui doula. On va découvrir ce nouveau métier que je ne connaissais pas. Du coup, on va découvrir ce métier et ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher Safia, il me semble qu'elle est là, et on va échanger avec elle sur les déchets de cette thématique, elle touche ceux qui ont déjà un bébé, ceux qui envisagent le projet bébé, ou ceux qui sont enceintes en ce moment. Du coup, je pense que vous aurez pas mal d'idées et en plus, Safia nous donnera aussi un point de vue sur l'histoire de la gynécologie et je crois que c'est pour ça que je l'avais invitée parce qu'elle avait fait un post sur l'histoire de la gynécologie que j'avais beaucoup apprécié. Du coup, on va parler de tout cela et j'espère que vous allez bien. Salam alaikum à Sorona. Et du coup, alors je vais chercher Safia. Alors c'est Safia aujourd'hui qu'on va faire aujourd'hui. Salam alaikum. Salam alaikum, Mélanger. Salam alaikum. Wa alaykoum salam, Mariama. Tu vas bien? Ça va et toi, alhamdoulilah. Oui. Est-ce que tu nous entends bien? Oui. Ça va, super. Ouais. Du coup, Safia, c'est un honneur de te recevoir chez Ansaria. Merci. Machallah. Merci. Ça me fait plaisir de te recevoir et je peux te présenter un petit peu à notre communauté. Et comme j'ai dit, la communauté Ansaria, elle est super bienveillante, gentille. Machallah, ne t'inquiète pas. Elle ne mord pas et on va faire comme d'habitude. Tu vas nous présenter en fait les 10 choses avant d'envisager le projet bébé. Ensuite, nous, on rebondira, c'est-à-dire que les personnes qui veulent poser des questions par rapport à ce que tu nous as énoncé, chacun pourra poser des questions, on reprendra les questions pour y répondre au fur et à mesure, Inch'Allah. Mais avant, je vais te présenter. Je l'ai présenté au début, mais je vais te représenter vu que tu es là et tu me diras si je dis pas, si je fais pas d'erreur. Alors, Safia, tu as 25 ans. Si je ne me trompe pas, 25, ouais. tu as fait des études de psychologie et aujourd'hui tu fais le métier de doula. Et comme je le disais, tu vas nous expliquer en fait quel est ce métier parce que comme je t'ai dit, je viens de le découvrir, je ne le connais pas du tout. Du coup, peut-être qu'il y a des gens qui sont comme moi et qui ne connaissent pas ce métier-là, ce corps de métier. Si tu pouvais plus nous le présenter en détail et après nous détailler un peu plus la thématique d'aujourd'hui qui est le projet bébé, puisque quand je t'avais contacté, c'était pour justement faire en sorte
sorte de prévenir les mamans que il ne faut pas attendre l'adolescence, les problèmes de l'adolescent pour justement accompagner son enfant. Il est essentiel, et c'est ça vraiment le projet Ansarya, c'est d'accompagner les femmes à prendre conscience qu'il faut réfléchir à notre projet bébé avant même de le faire. Oui. Du coup, aujourd'hui, on parle de tout cela. En tout cas, c'est un plaisir de te recevoir et je te donne la parole pour au moins une demi-heure. Ça te va? Ouais, merci beaucoup, Mariama. Ben, j'ai Ah, entendu tout à l'heure ta présence. Oui, il y aura un échange, ne t'inquiète pas. Je dis une demi-heure, les gens, ça fait peur quand je dis une demi-heure, ils vont parler. T'inquiète pas, il y aura un échange. ça Juste, marche. c'est le temps qu'on se donne pour faire cette émission, Inch'Allah. D'accord? Oui. Ben On alors, comme tu t'écoute. as dit, ben, je m'appelle Safia et maintenant je suis doula. C'est un métier qui consiste à accompagner les couples pendant la grossesse, l'accouchement et le postpartum de leur enfant. Mhm. C'est un soutien à la fois psychologique, aussi physique, dans le sens où on est présent tout le long, vraiment en soutien, c'est-à-dire qu'on apporte de l'information, on apporte de l'écoute, un espace de discussion. Et on est aussi un peu, j'ai une amie Laure qui aime bien dire ça, qu'on est tisseuse de liens, c'est-à-dire qu'on va conseiller telle ou telle personne qui pourrait aider. Par exemple, ben, si tu as besoin d'un ostéopathe, ben, je peux te recommander cette personne. Euh, Voilà, si tu as tel ou tel souci, je peux te recommander cette association, un peu en mode tisseuse de liens. Puis voilà, sur le métier, je pourrais peut-être en parler au fur et à mesure des points et puis de l'échange. D'accord. Alors, c'est juste que j'ai retenu, le métier de doula, c'est un métier d'accompagnement aux couples, aux femmes qui vont accoucher et qui ont déjà aussi accouché. D'accord. Oui, C'est un métier où vous apportez beaucoup de soutien, en fait, que ce oui. soit psychologique ou aussi au niveau de... C'est que psychologique le soutien ou c'est aussi... comment il se fait le soutien, en fait? Dis-moi. Alors c'est plutôt que psychologique, je dirais émotionnel, c'est-à-dire que voilà, on a des discussions où la femme et le couple peuvent exprimer ce qu'ils traversent en ce moment, donc leurs émotions, leurs interrogations, leurs joies, leurs craintes. Euh, Et puis c'est savoir qu'à tout moment de la journée, pendant toute la grossesse, ben, ils peuvent appeler ou envoyer un message juste pour dire bah ça va pas, là j'ai besoin d'aide ou qu'est-ce que tu penserais de ça ou alors et nous c'est aussi beaucoup apporter de l'information sur ce qui existe dans la périnatalité, donc l'offre de soins, ce qui existe et puis après comment prendre soin de son bébé par exemple. Apporter beaucoup d'informations et puis eux les laisser faire leur choix et puis eux ils choisissent ce qui leur convient. C'est ce soutien-là qu'on apporte. D'accord. Et j'ai retenu aussi, tu as dit que vous êtes des tisseuses de liens, c'est-à-dire que vous mettez en relation les professionnels qui peuvent être un soutien aux parents suite à leur projet aussi bébé, par exemple un ostéopathe que tu as dit, etc. Et Oui. ces professionnels, ce corps professoral que vous allez mettre en, en C'est-à-dire qu'on lien met à avec... disposition un peu tout notre réseau. Mais c'est aussi, par exemple, des mamans qui ont traversé, par exemple, une maman qui attend des jumeaux et qui aimerait échanger avec une maman qui a déjà vécu ça, de mettre en lien en fait des expériences comme ça. D'accord. Barakallahu fik. C'était juste pour qu'on ait plus connaissance de ce métier. Comme je te disais, vraiment, je ne le connaissais pas du tout. Et il existe Mhm. depuis quand? Parce que je sais que tu m'avais parlé un peu aussi de l'histoire de ce métier-là. De Il ce existe. métier, oui. Alors en fait, la figure de ce métier, ce serait un peu la sœur, la tante, la cousine qui existe depuis toujours, qui est là en amie intime, en amie soutenante à ce moment-là de la période de vie de la femme. Mais disons que ça a été formalisé fin 20e siècle, milieu fin 20e siècle, et qu'on a mis le mot doula dans l'univers anglo-saxon, et puis voilà, c'est un peu de là. D'accord. D'accord, barakallahu fik. En tout cas, Ok, j'espère que barakallah. si que vous avez découvert ce métier ou que vous le connaissiez, machallah, c'était un vrai plaisir. Et c'est ça aussi le projet Ansarya, c'est de découvrir les métiers, les corps de métier qu'on n'a pas l'habitude d'entendre ou de côtoyer. Et du coup, aujourd'hui, comme je t'ai dit, j'avais fait appel à toi pour qu'on échange justement sur ton métier. Et c'est suite à un post que tu avais publié sur la gynécologie, sur Oui. l'histoire de la gynécologie et les atrocités qui étaient faites aux Mm. femmes et que c'était bien, moi j'aime bien ce côté histoire où on découvre d'où est né chaque métier. Et du coup, j'avais bien aimé ce poste et c'est de là est née l'invitation à participer à Mhm. l'émission Mansaria et d'échanger sur les 10 choses à savoir avant d'envisager le projet bébé. Du coup, est-ce que tu veux commencer par les 10 choses à savoir avant d'envisager le projet bébé ou tu veux nous faire une petite introduction sur la gynécologie?
Je pense qu'on peut démarrer tout de suite sur les 10 choses et puis de toute façon, ça sera dedans aussi. D'accord, Inch'Allah. Mhm. Je te laisse. Oui, alors, donc je vais d'abord énoncer les 10 choses et puis on peut détailler ou alors on les fait un par un. C'est comme tu le sens. Et D'accord. c'est comme tu le sens. Alors, premier point, je dirais que quand on envisage d'avoir un bébé, c'est que on n'a aucune garantie. On a aucune garantie sur ce que ça va aboutir ou pas. C'est-à-dire que on se dit bon, maintenant je me sens prête à avoir un enfant. Euh, Ce qu'il faut se dire, c'est que quand on donne la vie, on donne la mort, mais qu'on ne connaît pas le délai qui est entre les deux. Et donc ça, voilà, ça fait partie de la science de l'invisible en quelque sorte. Donc c'est le seul garant, je dirais, le seul garant, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, et que de se dire que malgré toutes les consultations que je vais faire, malgré toutes les échographies que je vais faire, malgré tout le suivi que je vais faire, je ne sais pas déjà si mon bébé sera vivant à la fin de cette grossesse, mais non plus je ne sais pas aussi si, déjà si mes essais bébés seront concluants. Donc je ne sais pas si quand je vais tomber enceinte, j'aurai une fausse couche ou pas. De se dire que un bébé vivant n'est pas garanti au bout du compte. C'est quelque chose qui n'est pas évident parce qu'on n'a pas l'habitude que les bébés meurent, on a plutôt l'habitude que ce soit des personnes âgées. Et donc voilà, première chose, se dire qu'on ne contrôle rien et que ce n'est pas garanti. D'accord. Tu veux que je rebondisse sur le premier ou je rebondirai que à la fin? D'accord? Tu préfères? Comme tu veux. Je rebondirai à la fin, comme ça, ça fera un détaillé précis pour D'accord, tous ceux qui nous rejoignent, Inch'Allah. ça D'accord. marche. Alors, deuxième chose, quand on envisage d'avoir un bébé, on peut se demander déjà comment est-ce que je peux me préparer? Comment est-ce que je prépare à la fois mon corps, c'est-à-dire qu'est-ce que je mange, est-ce que je suis dans une bonne forme physique, c'est-à-dire que mon corps, est-ce qu'il est prêt à accueillir une grossesse et la mener à terme sans complications? Donc, une bonne idée, ce serait par exemple d'aller chez le naturopathe, de faire un petit bilan de sa santé, de voir comment je peux améliorer mon alimentation pour que je sois pour optimiser en fait cette grossesse-là que j'envisage. Ça peut être aussi d'observer son corps. C'est-à-dire que bien avant d'envisager le bébé, d'observer son cycle, de suivre ce cycle-là, d'aller observer ses parties intimes, de prendre connaissance qu'on a un périnée, un utérus, à quoi ça sert, comment ça fonctionne. D'ailleurs, quand on observe son cycle et que, admettons, on a du mal à tomber enceinte, bah, ça peut nous apporter beaucoup d'indices sur ce qui va et ce qui ne va pas. C'est-à-dire, est-ce que j'arrive pas à tomber enceinte parce que j'ai une ovulation trop tardive, trop précoce? Est-ce que j'ai une phase qui est plus longue que l'autre? Est-ce que mes règles elles sont longues et douloureuses? Est-ce que j'ai des cycles réguliers, pas réguliers? Donc déjà, de s'observer, d'observer son corps, ça peut apporter beaucoup d'indices. Ensuite, comment est-ce que je prépare mon cœur? Quelle place je vais donner à cet enfant qui arrive, à cet individu qui sera unique? Comment est-ce que je me prépare? Est-ce que je m'aime moi déjà suffisamment pour ensuite donner de l'amour à quelqu'un d'autre? Est-ce que j'aime la personne avec qui j'ai envie d'avoir cet enfant? Est-ce que j'aime l'environnement dans lequel je vis? Se poser toutes ces questions. Ensuite, se préparer son esprit aussi, donc mentalement, se dire prendre en compte quelle responsabilité c'est vis-à-vis de soi, vis-à-vis de sa famille, vis-à-vis de Dieu aussi. Un enfant, c'est une responsabilité. Est-ce que je suis prête ou pas? De connaître l'objectif. Pourquoi on veut avoir un enfant? Quelles sont les raisons pour lesquelles on veut en avoir un enfant? Quelle éducation je veux donner à cet enfant? Qu'est-ce que je peux lui apporter? Se poser toutes ces questions. Et puis après, quelle place je vais lui donner dans ma maison, c'est-à-dire physiquement. Est-ce que je suis prête à ce que 50% de ma maison soit remplie de matériel de puériculture? Ou alors pour moi cette idée elle est encore pour l'instant inconcevable. Qu'est-ce que je suis prête en fait? Quelle place j'ai au fond de moi et que je pourrais offrir? Et c'est aussi quel temps et quelle énergie j'ai à donner en fait à ce projet-là. Est-ce que je peux mettre par exemple entre parenthèses ma carrière les toutes premières semaines de mon bébé? Ou alors je suis encore trop investie dans une autre activité et que je ne pourrais pas me consacrer totalement c'est-à-dire que je ne suis pas dans cet élan de me consacrer entièrement à un nouveau-né à ce moment-là de ma vie.
Donc voilà pour le deuxième point, qui est faire l'espace en fait, D'accord. à, Alors, à juste différents niveaux. Oui, D'accord. Juste, est-ce que celles qui nous suivent, ça vous va? Je vais essayer de revoir s'il n'y a pas de questions, parce qu'en même temps, j'écris et je t'écoute. Je vais essayer de voir s'il n'y a pas de questions. Alors, pour ceux qui ont demandé s'il y a un replay, oui, la vidéo, le live, je le mettrai sur euh, IGTV, sur la chaîne IGTV Ansarya, Inch'Allah. Du coup, pour celles qui ne veulent pas regarder tout le live, ne vous inquiétez pas, il sera sur la chaîne IGTV. Alors, il y a Narges qui dit une vraie découverte, machallah. Oui, ça a été une vraie découverte, moi aussi, ma belle, lorsque j'ai découvert Safia. Et il y a une sœur aussi, quand tu as parlé tout à l'heure de l'accompagnement, elle a dit il y a aussi l'accompagnement spirituel. Je sais qu'il y a. oui. D'accord. Alors en fait, dans notre... oui. Oui et non, c'est-à-dire qu'on se positionne en tant qu'accompagnante neutre, dans le sens où on répond à la demande des parents. Enfin, c'est-à-dire qu'on accompagne indépendamment de la spiritualité des gens. Enfin, si ça correspond, oui, on peut apporter des éléments d'information. Mais je dirais que c'est pas le, enfin, c'est pas ce sur quoi on focalise en premier. Je crois qu'elle voulait rajouter, en fait. Je crois qu'elle voulait rajouter D'accord. le côté que tu as fait psychologie émotionnelle. Je crois qu'elle voulait rajouter aussi le côté. Spirituel. D'accord. Du coup, alors, on était au. Je crois qu'on est passé au 3. Oui, on passe au 3. On passe au 3. Donc, ce serait de dire que la grossesse et l'accouchement font partie intégrante de la vie sexuelle d'une femme. Quand on souhaite avoir un enfant, on commence par avoir un rapport intime. Et si ce rapport sexuel il aboutit à une fécondation, on se dirige vers une grossesse et puis vers l'accouchement d'un bébé. La grossesse et l'accouchement, ça fait appel enfin, ça implique les mêmes parties du corps, donc le sexe de la femme, son utérus, etc. Ça, ça implique aussi les mêmes émotions, donc du bien-être, de la joie, que ce soit des émotions positives ou négatives. Ça implique aussi les mêmes hormones, notamment l'ocytocine et l'endorphine. Et surtout, ça fait appel aux mêmes besoins de sécurité, d'intimité, d'affection, de chaleur, d'amour. Et très souvent, on entend, oui, quand tu vas aller chez le médecin ou le jour de ton accouchement, ben, tu mets ta pudeur et ta dignité de côté, tu les laisses au bas de la porte. Et enfin, ça, je trouve que c'est un piège de dire ça parce que peut-être que les médecins, eux, ils voient ça tous les jours et puis qu'ils ont un peu désexualisé le corps de la femme, voilà. Mais pour nous, ça ne l'est pas. Et donc, au contraire, enfin, ce sentiment de pudeur et de vouloir, par exemple, qu'il y ait des personnes qu'on connaît, en qui on a confiance, bah, c'est hyper important. Il faut s'écouter sur cet aspect-là. Et donc vraiment, ça fait vraiment partie de la sexualité de la femme dans la mesure où il y a des femmes qui témoignent et qui disent que l'expérience de leur accouchement, par exemple, elle a été extatique, orgasmique, dans le sens où ça a fait appel au même processus physiologique de bien-être, etc. Et de l'autre côté, des personnes qui témoignent que cette expérience-là, elles ont eu le sentiment en fait de viol ou d'agression, d'humiliation. Parce que notre corps à ce moment-là, physiologiquement et émotionnellement, en fait, on est c'est un peu similaire que lors d'un rapport, en fait, tout simplement. Et donc, ne pas compartimenter ça, en fait. Ne pas compartimenter ça et se dire que ce sentiment de vouloir que ça reste intime, de préserver sa pudeur, et puis, enfin, tout simplement, que ce soit quelque chose de personnel, ben, c'est légitime, c'est normal. Oui. Est-ce que tu veux répondre à une question ou tu veux qu'on réponde que à la fin les questions? Si c'est dans le thème ce moment-là, oui. On répondra à la fin parce qu'il y a une Ah oui, question. ouais, ouais, ça rien à D'accord. voir. Ok. Du coup, est-ce que la thématique 3 tu l'as finie ou tu veux passer au 4? Oui, c'est bon. Enfin, voilà. C'était juste pour te dire que c'est pas une parenthèse différente que la façon dont on va vivre ces moments-là, elle peut influer beaucoup sur l'expérience qu'on en aura, que ce soit traumatisant ou pas, en fait. D'accord.
Donc on en vient au point 4. Donc je vais parler des réalités du système français, du système de soins français. Donc là, on peut parler en fait de l'obstétrique et de la gynécologie. La gynécologie et l'obstétrique, c'est des disciplines qui sont nées un peu de façon expérimentale, c'est-à-dire qu'on a expérimenté des choses sur des femmes et qu'on a introduit des idées phares qu'on a suivies en fait. Après, par exemple, de dire que la naissance, la grossesse et la naissance, ce sont des choses dangereuses. En fait, pourquoi je voulais dire ça, c'est en fait le point 3, de dire que la grossesse et l'accouchement font partie des processus physiologiques normaux, tout comme avoir un rapport, ou alors, je sais pas, physiologiquement, le système, la digestion, par exemple, c'est quelque chose de naturel. D'éternuer, c'est quelque chose de naturel. La grossesse, c'est quelque chose de plus long, mais c'est quelque chose de naturel. Et c'est pas quelque chose de dangereux, en fait. C'est-à-dire que le corps, s'il est capable de concevoir un enfant, il est capable de le faire grandir et puis de l'expulser le jour de l'accouchement. Sauf que dans l'obstétrique, c'est pas du tout cette idée qu'on a là, c'est que la grossesse et l'accouchement sont des choses dangereuses, sont des pathologies en quelque sorte, et donc il faut intervenir. Voilà, donc il y a cette chose-là, donc le paradigme de l'obstétrique qui pense que, enfin pas qui pense, qui croit et qui brandit le fait que la grossesse et l'accouchement sont des événements dangereux et à risque. Et d'autre part, en France, on a l'habitude en fait que notre santé soit prise en charge par la sécurité sociale, par exemple. Donc tout ce qui est proposé, en fait, puisque c'est remboursé, ben, on va le faire. C'est-à-dire tout ce qui est échographie, tout ce qui est consultation chaque mois. C'est-à-dire que dès qu'on tombe enceinte, en fait, on s'engage dans un tunnel, ouais, voilà, où on fait tout. C'est-à-dire qu'on ne se pose pas la question. C'est si le médecin il a prescrit ça, enfin, les consultations mensuelles, on fait tout. On ne se pose pas la question. Ou dans d'autres pays, par exemple, puisque la sécurité sociale, il n'y a pas ce système de sécurité sociale, il faut payer ces consultations, on va un peu se poser la question. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'aller consulter? Est-ce qu'il y a quelque chose qui m'inquiète? Est-ce que j'ai envie d'avoir une réponse sur quelque chose? Est-ce que j'ai envie d'avoir une échographie pour telle ou telle chose? On se pose un peu plus la question, alors qu'en France, ben, c'est tout de suite, c'est automatique, quoi. Voilà. Et d'autre part, on n'investit pas sur sa santé dans tout ce qui n'est pas remboursé par la sécurité sociale, par exemple aller chez l'ostéopathe ou se faire accompagner par des accompagnants périnataux, par exemple. Bah, ça, comme c'est pas remboursé, c'est pas quelque chose vers lequel on va plus naturellement, même si ça change. Troisième chose, dans la formation des professionnels de santé, en fait, que ce soit obstétricien, sage-femme, gynécologue. La proportion en fait d'apprentissage des pathologies et de la gestion des risques et de l'accouchement et de la grossesse, elle est beaucoup plus importante que la formation de relations humaines en fait, de comment accompagner un couple, comment accompagner une femme. Elle existe, mais la proportion elle est minime par rapport au reste. Donc les femmes, quand elles vont ce qui ressort en fait, le sentiment, c'est oui, j'ai beaucoup été suivie médicalement pendant ma grossesse, mais j'avais très très peu d'espace où je pouvais parler de mes inquiétudes, de poser mes questions, dire juste ben je me sens pas trop bien, sans que ce soit en fait médical, c'est-à-dire je me pose des questions sur l'arrivée de cet enfant, je sais pas si je vais l'aimer, je sais pas comment m'y faire, etc. Il y a très très peu d'espace d'échange de ce type-là pendant la grossesse. Et puis encore moins après en fait. Voilà pour le système de soins en France. Et dernière chose, en fait, voilà, tout le monde n'est pas d'accord, mais c'est quelque chose que je veux dire, c'est qu'il existe des violences gynécologiques et obstétricales tous les jours. Ça arrive tous les jours. Il y a une impunité de ces violences-là, c'est-à-dire d'interventions qui ne sont pas consenties, c'est-à-dire un médecin qui va faire une épisiotomie sans que la femme ne soit ni au courant, ni ait donné son accord, ni anesthésiée, ni rien du tout. Ça dépend de la relation qu'on a avec notre gynéco, oui, ça dépend beaucoup.
Et justement, en fait, quand il y a une relation de confiance, on est beaucoup plus à même de parler que quand c'est des consultations à la chaîne où ça dure 20 minutes et que tu as juste le temps de faire les examens et au revoir, quoi. Et donc là, on parle de la femme, mais si on parlait de l'homme et donc du futur père, lui, il a encore moins d'espace d'échange et de discussion. Oui, voilà, donc je parlais des violences gynécologiques et obstétricales. C'est bon de savoir avant de s'engager dans un projet bébé, d'aller lire un peu les statistiques des hôpitaux, quels sont les taux d'épisiotomie, quels sont les taux de césarienne, quels sont les taux d'extraction instrumentale, donc forceps, ventouses, quels sont les taux après quand le bébé est né, à quel moment est-ce qu'on lui fait les soins médicaux tout de suite ou pas. C'est bon d'aller lire en fait un peu les statistiques, de poser les questions dans les maternités, de poser les questions aux sages-femmes, aux gynécologues qui nous suivent, parce que cette réalité, elle existe en fait. Il y a beaucoup de femmes qui en ressortent en disant bah, c'était une pure boucherie, j'avais pas mon mot à dire, et, euh, et voilà, donc ça existe. Si tu veux dire quelque chose, ou ici il y a des Ce que je questions. voulais dire, c'est que tu fais le 5 et on fait un petit résumé parce qu'il y a des gens qui nous rejoignent, d'accord? Du coup, tu fais D'accord, le 5 et je fais un petit résumé et on continuera après, d'accord? d'accord. Alors, le cinquième point, quand on envisage d'avoir un bébé, ben, c'est de développer un état d'esprit autonome. C'est-à-dire, dès dès qu'on tombe enceinte et qu'on a le ventre rond, ben, c'est tout le monde qui s'en mêle, qui donne des conseils qu'on n'a pas demandé, qui pose des questions qu'on n'a pas demandé, qui te dit fais ci, fais ça, fais pas ça, fais pas ci, moi j'ai fait comme ça, tu devrais faire comme ça, tu devrais pas faire comme ça, etc. Quand on grandit, quand on devient parent, en fait, si on ouvre cette porte-là à se laisser guider par les autres, et ben, ça va durer toute la vie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on t'a dit comment tu devais manger pendant ta grossesse, comment tu devais accoucher, comment tu devais t'occuper de ton bébé. Et ben, dans 10 ans, il ne faut pas t'étonner si on te dit comment tu dois éduquer tes enfants, comment tu dois les nourrir, comment tu dois les habiller, comment tu dois les élever, etc., etc. Et ça peut durer, en fait. Donc, de développer tout de suite une attitude responsable, c'est-à-dire c'est mon enfant, qu'est-ce que j'ai envie de faire, quels sont mes choix, qu'est-ce qui existe et qu'est-ce que moi j'ai envie de... Qu'est-ce qui est le meilleur pour moi, qu'est-ce qui est le meilleur pour mon enfant. Et de là, bah, c'est développer une réflexion, de voir quels sont les champs du possible, qu'est-ce qui s'offre à moi localement, dans la maternité qui est là, quelles sont les écoles qui existent, tout ça en fait, être acteur de sa vie, quoi, tout simplement. Et voilà, c'est difficile quand on rentre parce que, en fait, c'est un peu vicieux parce que quand on tombe enceinte, et ben, tout de suite, on rentre dans le système de on te dit quoi faire et puis après, tu es suivi par un carnet de santé et puis après, tu vas à l'école et puis tu es suivi et puis tu es suivi. Et en fait, tu quasiment jamais le choix et tu prends jamais tes décisions, mais tu ne fais qu'écouter celles des autres. Voilà, le cinquième point. D'accord. Du coup, ça m'a répondu à toutes celles et ceux qui nous rejoignent. Aujourd'hui, on fait un live spécial un été chez Ansaria avec Safia qui a le métier de doula et qui justement on voulait vous partager en fait des choses à savoir avant d'envisager le projet de bébé. Et là, on a étalé cinq choses, d'accord, 5 premières choses. Et je vais vous faire un petit résumé pour celles qui nous rejoignent pour qu'on ait en tête tout ce que tu nous as donné comme info. Alors, la première chose, avant d'envisager le projet bébé, ce que tu nous as dit, c'est qu'il n'y a pas de garantie. Lorsqu'on donne la vie, on donne aussi la mort et qu'il faut, à ce moment-là, remettre notre confiance en Allah. Et Exactement. j'aimais beaucoup cette première partie parce que c'est vrai, lorsqu'on envisage un projet bébé, on se dit, j'arrête la pilule, je compte mon cycle et je vais voir. Et en fait, on est dans un système de enfant gâté. Et quand j'ai décidé d'avoir, il faut qu'il vienne tout de suite. Et ça ne se passe pas comme ça. Oui. Par expérience, ça ne se passe pas comme ça. Du coup, c'est vrai, il faut se dire, voilà, j'ai le projet bébé, mais c'est que c'est Allah qui va me donner. Et il faut savoir aussi que c'est pas parce que j'ai choisi d'en avoir que j'en aurai. Parce que Allah, il Oui. décide de donner des filles à certaines personnes, comme de donner des garçons, comme de donner des filles et des garçons, comme de ne pas donner. Du coup, il faut vraiment avoir cet état d'esprit de comprendre qu'on n'est pas sûr d'aboutir à ce projet, même si on le désire. Et du coup, ce premier point, j'ai beaucoup apprécié. Deuxième point, tu as dit que comment je peux me préparer. Et là, c'est la préparation au niveau du corps, au niveau du cœur et au niveau de l'esprit.
Au niveau du corps, tu as dit qu'il faut peut-être vérifier son alimentation, c'est-à-dire peut-être faire un check-up avec le naturopathe et voir comment mon alimentation, est-ce elle est adaptée pour recevoir justement ce projet. Et aussi d'observer son corps, c'est-à-dire avec le cycle menstruel, connaître sa période d'ovulation, s'observer permet d'avoir une préparation optimale pour justement savoir si on est prêt à recevoir cet enfant-là. Et au niveau du cœur, tu as dit, est-ce que je suis prête à transmettre de l'amour? J'ai beaucoup aimé ça. Est-ce que je suis prête à transmettre de l'amour? Et c'est vrai, en fait, parce qu'il est important de se poser la question, est-ce que déjà j'ai assez d'amour en moi pour justement le donner à un autre que moi? Et du coup, c'est cette question d'amour, il faut vraiment la prendre en compte parce que ne pas se sentir aimé va nous on peut faire le fait de ne pas se sentir aimé, c'est qu'on va peut-être donner trop d'amour à notre enfant et peut-être trop le surprotéger comment dire ça, c'est nos frustrations vont peut-être être basées sur notre enfant. Et c'est pour ça qu'il est essentiel de faire un travail sur soi au niveau de ce cœur et de se dire est-ce que Dieu m'aime, est-ce que je m'aime, est-ce que mon mari m'aime, etc. Et de combler cet amour avant justement de donner cette vie, parce que c'est vraiment une amana, hein, vraiment le bébé, et que quand cette amana elle vient, il faut vraiment que notre corps, comme notre cœur et comme notre esprit, comme tu l'as dit, il soit vraiment prêt à recevoir ce bébé-là. Mais pour dire la vérité, on n'a jamais été préparé à ça. Il faut dire ce qui est aussi. On dit et là, je parle d'expérience de maman de 3 enfants. Vraiment, on ne nous a pas préparé à être maman et c'est vraiment ça qui est dommage parce que c'est vraiment, on nous forme pour les métiers qu'on va faire, etc. Même pour être épouse, on ne nous forme pas et je trouve que c'est dommage parce que c'est vraiment un projet de vie. Hein, c'est vraiment je ne vais pas dire un métier, mais c'était vraiment ce qui va prendre toute notre vie. Subhanallah, le mari, les enfants. En tant que femme musulmane, c'est un projet à ne pas prendre à la légère parce que c'est un travail de longue haleine. Oui. Et du coup, le troisième, au niveau du deuxième point, tu as dit l'esprit. Quelle éducation, quelle place je vais lui donner chez moi? Et j'ai beaucoup aimé parce que aussi tu as parlé de son intérieur. Tu n'as pas parlé de l'extérieur, mais tu as parlé de l'intérieur de nous pour après aller vers notre environnement. C'est-à-dire, à l'intérieur de moi, voilà, quelle est l'éducation que je veux offrir à mon enfant, à quelle personne je veux qu'il ressemble en grandissant. Et maintenant, pour avoir cette option-là, qu'est-ce que j'ai chez moi pour justement accueillir? Est-ce que l'espace dans lequel je vis, il est prêt à accueillir mon enfant? Et après, juste sur ce point, c'est pas parce qu'on n'a pas la place qu'on ne peut pas accueillir, parce que l'enfant vient aussi avec son risque. Voilà. Et beaucoup de familles que je connais ont eu justement des appartements, des choses plus grandes, justement parce que le bébé il est venu. Et je sais qu'il y a beaucoup de plus grande voiture. Il y a des femmes en se disant non, mais j'ai pas la grande maison, j'ai pas ceci, je fais pas. Non. Là, l'enfant il vient vraiment avec son risque et Allah il peut transformer une situation due à ce bébé. Il faut aussi, c'est un grand bienfait. Et est-ce que tu as dit aussi, oui, voilà, quel temps je peux consacrer et est-ce que je suis prête à laisser mon travail pour l'éducation de mes enfants? Je vais juste raconter cette petite anecdote. Moi, j'étais agent financier et quand j'ai décidé d'envisager le projet bébé, j'étais en train de me dire, mais non, mais je ne vais pas passer toute ma vie à garder ce bébé avec moi. Non, c'est pas vie professionnelle. Ben, comme je disais tout à l'heure, on est tellement habitué à cette vie professionnelle et qu'on ne s'est pas préparé à cette vie familiale que dès qu'il y a un projet bébé, c'est un frein à notre vie professionnelle, subhanallah. Et il faut vraiment changer ça parce qu'il faut vraiment se dire comment je peux justement, comment ce projet familial va être un bénéfique à ma vie de femme et tout. Du coup, c'est vrai, il faut vraiment pour les femmes qui travaillent, vraiment se poser la question, est-ce que je suis prête à donner du temps à ce bébé? Parce que vraiment, surtout les premières années, je sais que j'avais fait une formation quand j'ai eu ma fille, et la formatrice, elle a dit, les 2 premières années de bébé sont hyper importantes. Et moi, je me suis dit, quoi, je vais rester 2 ans. Et ça passe vite, hein, finalement. Mais c'est vrai que c'est important de se former et d'avoir les bonnes informations parce que le point 5, il est très essentiel de ce que tu as dit. Et après, le point 3, tu as dit, la grossesse et l'accouchement font partie intégrante à la vie sexuelle du couple. Et c'est vrai qu'au niveau de la sexualité, il y a beaucoup de femmes qui ont justement peur tu parlais de pudeur, etc. Il y a beaucoup de femmes qui ont peur de la sexualité, qui ont cette impression de faire plaisir à l'autre, et on revient encore à cet amour de soi. Je dois faire plaisir à l'homme, etc., etc. Et du coup, c'est vrai qu'il faut faire un point sur ça,
dans cette Oui, conception de l'enfant. Parce que la sexualité n'est pas basée que pour enfanter, hein. La sexualité, c'est aussi un plaisir, un bien-être oui, pour les deux êtres, l'homme et la femme et tout. Et du coup, c'est un besoin de sécurité aussi, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il le dit, hein, l'homme est un manteau pour la femme. Et du coup, c'est une protection, en fait. Quand on est avec notre mari, on a une protection et il faut vraiment trouver cette protection auprès de notre époux pour que justement, lorsqu'on se sent en sécurité, qu'on va donner vie à cet enfant, on va justement vouloir lui donner, lui redonner en fait cet amour et cette sécurité qu'on a eu justement dans cette conception. Et juste par rapport au rapport sexuel, il ne faut pas oublier aussi, dans la conception d'un enfant, il y a une invocation. Dans oui, chaque chose que nous faisons, il y a une invocation. Et l'invocation, avant d'enfanter, il faut la connaître. Parce que oui. justement, à travers cette invocation, on va demander à Allah de nous préserver, de nous éloigner de Shaitan et de nous donner un enfant pieux derrière Oui. ce rapport. Du coup, c'est important aussi d'avoir cette relation, cette dimension spirituelle dans l'acte, parce que lorsqu'on fait aussi cette invocation, on dit aux anges de partir de cet espace-là pour garder cette pudeur avec notre époux. Du coup, c'est Et aussi si les anges s'en vont, que dire des hommes, des humains? voilà. Mm. Du coup, et cela, et tu disais que cela fait appel à notre besoin de sécurité, d'amour et de s'écouter au niveau de sa pudeur. Et là est venue une question, mais la question, je te la poserai à la fin parce qu'il y a une sœur qui a posé une question, je te la poserai à ce moment-là. Et après, au niveau point 4, tu as dit les réalités du système de soins en France. La gynécologie est née avec des expérimentations, justement, sur la femme. Et justement, tu parlais aussi des expérimentations par rapport à ton poste qui était fait aux femmes qui étaient esclaves. Les limites, il les tuait, hein, des fois, parce Il est qu'il leur tué, faisait peur. Et il disait que la femme noire ne subit pas ressentait moins la douleur. comprend moins la douleur. Et du coup, il y a beaucoup d'idées reçues concernant la grossesse, que la grossesse est un danger. Du coup, on a cette impression que lorsqu'on va tomber enceinte, il va y avoir des difficultés. Et c'est vrai que la femme, quand elle est enceinte, on a beaucoup d'idées négatives. Qu'est-ce qui va m'arriver si je meurs, comment ça va se passer, etc. Et du coup, c'est vrai qu'on ne vit pas ce moment euh, avec apaisement. Mhm. Euh, et c'est vrai que quand tu as dit par rapport à la formation des professionnels de santé, l'accompagnement au niveau psychologique ou l'accompagnement au niveau de l'écoute et tout est vraiment minime parce que c'est vraiment, tu viens, je te regarde si ton corps il va bien, le bébé il va bien et c'est bon, tu peux rentrer chez soi. Il n'y a pas à ce moment où on dit voilà, comment s'est passé ce mois-ci, comment tu te sens, etc. Et après, je reprendrai ce qu'elle a dit aussi Narges, c'est que vraiment c'est en fonction du médecin qui nous suit. Mm, Euh, oui, et alhamdoulilah, c'est vrai que c'est important, les filles, que vous faites plusieurs médecins si votre gynécologue ne vous fait pas. Il faut vraiment avoir ce courage de dire, bah non, même si c'est un médecin qui me donne le savoir, je ne me sens pas bien avec ce médecin, j'ai le droit de changer en fait. Ne vous sentez pas obligé de se dire, mais non, c'est lui qui a la science, je reste avec lui. Non, vous avez oui, votre droit et votre veto de se dire, bah non, je me sens vraiment pas bien avec cette personne. Et je sais que moi, je cherchais aussi quelqu'un qui était à l'écoute de mes besoins, mais aussi de mes besoins spirituelle parce que c'était une période de jeûne, j'avais besoin de me confier, me mm, dire est-ce que je peux jeûner, est-ce que je peux pas jeûner et tout. Et moi j'avais un médecin qui était vraiment à l'écoute, il me dit essayez et puis voyez si le bébé il tient, etc. Et vraiment c'était, j'ai trouvé ça bien sûr. génial. Pas de préjugés, non, vous êtes enceinte, ne jeûnez pas, vous allez tuer votre bébé, etc. Et du coup ça c'est vraiment important. Et tu disais aussi par rapport au paradigme de l'obstétrique que par rapport au fait que voilà la grossesse et l'accouchement est dangereux, on a très peu d'espace pour échanger et il ne faut pas oublier aussi les violences médicales. Tu parlais aussi des violences médicales, qu'il y a des femmes à ce point-là qui se font charcuter, hein, tu as utilisé ces termes-là. Et c'est vrai que c'est pour ça que je vous dis, il faut vraiment que vous ayez votre droit à la parole, les filles, et que vous n'avez. Et je crois qu'il y a une sœur, justement, Sorona, qui disait en France, la pudeur, il n'y a pas, parce que justement, elle a accouché aux États-Unis, et aux États-Unis, on te permet en fait d'avoir cette pudeur, etc. Et c'est vrai qu'ici, des fois, même tu veux garder ton turban, mais tu vas te mettre. Oui, On dit, mais ouais, il n'y a pas de ouais, limite. Mais c'est vrai qu'on aimerait avoir cet espace où, voilà, il y a des hommes comme des femmes qui passent le moment où on va accoucher, même des fois ils disent oui, filmer, etc. Non, on aimerait avoir cette pudeur et que ce soit un moment aussi intime, parce que c'est aussi un moment intime, hein, parce qu'on va donner bien sûr. à un bébé. Et le 5 point, tu as dit développer un état d'esprit autonome, ne pas se laisser guider par les autres. Et ce point, je l'aime énormément. Pourquoi? Parce que lorsqu'on devient maman, on a l'impression qu'on ne sait rien faire, Mhm. on nous enlève notre capacité d'être mère. Et il ne faut pas oublier ce verset où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, il ne nous donne pas une charge
au-delà de nos capacités. Ça veut dire que quand Allah a décidé de donner un bébé à certaines personnes, c'est qu'il a compris que cette personne avait la capacité d'avoir Oui, cette personne-là. Du coup, lorsqu'on devient maman, on a l'impression que non, mais il faut que je voie quelqu'un, puisque tu as parlé aussi de ce suivi médical, hein, on a ce suivi médical depuis la naissance, depuis le oui, début de la grossesse jusqu'à l'accouchement, et même nos choix ne sont pas pris en compte, parce qu'on veut, par oui, exemple, pas de péridurale, on veut peut-être pas prendre certains médicaments, etc., parce qu'on est anti-médicaments et tout, et on se sent un petit peu jugé lorsqu'on va aller à l'encontre du système euh, ambiant, en fait. oui, Et c'est pour ça que le développer cet esprit autonome va nous permettre de se dire, bah ça, c'est pas bon pour moi. Pour moi, ce n'est pas bon. Si c'est oui, bon pour toi, bah, tant mieux pour toi. Mais cela n'est pas bon pour mon corps. Et il faut être capable, et tu as dit, développer une attitude responsable. Il faut qu'on soit responsable de nos actes et qu'on prenne conscience que cette amana, si Allah il nous l'a donné, c'est qu'il a senti qu'on avait cette capacité et cette responsabilité de enfanter et de l'éduquer jusqu'à sa mort, Inch'Allah, si on ne part pas avant. Du voilà. il faut qu'on soit responsable de nos actes et qu'on ne se laisse pas à chaque fois influencer par ce qu'un tel a fait. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, dès qu'on va envisager un enfant bébé, on va aller regarder, ah, l'autre, elle a ça, l'autre, elle a ci. Oui, On va développer des complexes d'infériorité. À un moment, il faut dire stop, voilà, je m'écoute, je découvre qui je suis, je prends le temps de voir voilà comment je vais accueillir, avec l'époux que j'ai aujourd'hui, comment on va accueillir ce bébé, comment il faut vraiment programmer. Et là, franchement, il faut revenir à notre professionnalisme en tant que professionnel hein, de métier et reprendre tous les points qu'on apprenait au travail. Au travail, on n'allait pas sans se dire telle journée, je dois avoir tel objectif, sans avoir préparé sa journée. Et bien là, c'est exactement la même chose. En tant que maman, il faut préparer sa journée du matin, sa journée de la semaine, les journées de la semaine pour justement dire est-ce que la vision que je me suis donnée en faisant ce bébé va être en adéquation avec chaque action que j'entreprends chaque jour. ouais. Du coup, tu disais être acteur de sa vie pour le cinquième point.